Une femme découvre accidentellement que son mari parfait a une autre famille. Et ils ont même un beau-fils de 17 ans. Il s'agit d'une nouvelle série télévisée nocturne scandaleuse adaptée d'un manga plus palpitante que vous ne pouvez l'imaginer. L'histoire commence avec Emi et son mari Takeo, qui forment un couple heureux de 3 personnes. Au lycée, Takeo a aidé Emi à récupérer son précieux bracelet en forme de lune. Cela les a amenés à devenir le premier amour l'un de l'autre. De leurs uniformes scolaires de premiers amours à leur tenue de mariage, ils ont passé 15 années enviables ensemble dans une harmonie parfaite. Emi se croyait la femme la plus heureuse du monde, jusqu'au jour où elle a accidentellement découvert le secret bouleversant de Takeo. Ce matin-là, Takeo a quitté la maison en oubliant son téléphone portable, alors qu'Emi s'apprêtait à le lui rendre. Elle a aperçu un SMS. L'expéditeur avait prévu de rencontrer Takeo l'après-midi suivant chez un bijoutier, bien que le message semblait anodin. L'intuition féminine d'Emi lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle se souvint que Takeo avait mentionné un dîner avec des collègues le lendemain, après lui avoir rendu son téléphone. Emi s'abstint de l'interroger directement. Au lieu de cela, elle se précipita au cabinet d'avocat de sa meilleure amie pour lui demander son avis. Elle soupçonnait Takeo de mijoter quelque chose. Reiko rejeta cette idée, estimant qu'Emi avait trop d'imagination et faisait une montagne d'une taupinière. Le message pouvait provenir d'un collègue. Takeo était peut-être allé chez le bijoutier pour acheter un cadeau à Emi. Reiko déclara: ton Takeo ne te tromperait jamais. Les paroles de son ami apportèrent un peu de réconfort à Emi. Mais elles ne suffirent pas à apaiser son inquiétude. De retour chez elle, le cœur lourd, Takeo et leur fils apparurent soudainement pour l'accueillir. Le père et le fils avaient préparé ensemble son omelette au riz préférée. Sur l'omelette au riz, Takeo avait écrit 3 mots: je t'aime, en voyant son mari parfait et son adorable fils. Les doutes d'Emi se sont instantanément dissipés. Elle a compris qu'elle avait du mal à interpréter le comportement de Takeo. Mais au milieu de la nuit, Emi a découvert que cette personne avait envoyé un autre message à Takeo. L'expéditeur rappelait à Takeo de ne pas oublier leur rendez-vous du lendemain. À en juger par le ton du message, Emi a senti que cette personne et Takeo étaient probablement plus que de simples collègues. Pour vérifier ses soupçons, Emi suivit Takeo dans une bijouterie le lendemain. À sa grande surprise, la personne que Takeo rencontra s'avéra être un lycéen. Elle regarda Takeo et le garçon entrer ensemble dans la bijouterie pour choisir un collier. En observant leur attitude intime, la curiosité d'Emi s'intensifia tandis qu'elle s'interrogeait sur leur relation. Elle les suivit dans un restaurant pour continuer son observation. Peu après, une femme qu'Emi ne reconnaissait pas est arrivée. Pourtant, Takeo semblait la connaître depuis très longtemps. Soudain, les lumières du restaurant se sont tamisées. Un serveur a placé un gâteau devant la femme. Puis Takeo et le garçon lui ont joyeusement chanté « Joyeux anniversaire ». Takeo a même sorti le collier nouvellement acheté et l'a attaché autour de son cou. Il semblait que c'était l'anniversaire de la femme. Pour tout observateur, cette scène ressemblait à une famille de 3 personnes heureuses et comblées. Emi regardait la scène, stupéfaite et incrédule. Sentant son monde s'écrouler, elle ne comprenait pas la nature de la relation entre Takeo et ces 2 personnes. À ce moment-là, son fils l'appela. Emi ne put que rentrer chez elle, accablée par un immense doute. Tôt le lendemain matin, elle se rendit au cabinet d'avocat et raconta tout ce qu'elle avait découvert la veille à sa meilleure amie, même si elle ne pouvait pas être certaine que Takeo avait une liaison. La relation entre Takeo et cette femme n'était certainement pas ordinaire. Reiko conseilla à Emi de commencer par déterminer la nature de la relation entre Takeo et cette femme. Ce n'est que s'il s'avérait infidèle qu'elle devrait envisager une procédure de divorce. Au cours des jours suivants, Emi suivit discrètement Takeo tous les jours, sans rien trouver d'anormal. Alors qu'elle commençait à croire qu'elle s'était méprise sur lui, la femme réapparut. Leur comportement était sans réserve intime. Une vague de colère envahit Emi. Ce qui la rendit encore plus furieuse, c'est que Takeo, la femme et le garçon étaient rentrés ensemble pour dîner, les larmes de douleur coulant sur son visage. Emi prit des photos. Elle était désormais certaine de l'infidélité de Takeo. Elle voulait désespérément savoir quand il avait commencé à la trahir. Profitant du moment où Takeo prenait sa douche, elle tenta de déverrouiller son téléphone portable pour trouver des indices. Mais malgré de nombreuses tentatives, elle ne parvint pas à y accéder. Takeo étant sur le point de la découvrir, Emi n'eut d'autre choix que d'abandonner le téléphone et d'élaborer un autre plan. Elle envoya d'abord les photos prises la nuit précédente à sa meilleure amie. Reiko, en voyant les photos, déclara qu'elle prouvait l'infidélité de Takeo. Ce qui choqua Reiko, cependant, c'est que la femme sur les photos était en fait une camarade de classe de leur lycée commun. Cette femme s'appelait Junko, et Emi avait obtenu son diplôme la même année qu'elle. Emi sortit immédiatement son album de fin d'études. Dès qu'elle vit la photo de Junko, elle se souvint enfin. Junko avait toujours tourné autour de Takeo pendant leurs années de lycée. Ce soir-là, Emi a essayé d'utiliser l'anniversaire de Junko pour déverrouiller le téléphone de Takeo. Le téléphone contenait de nombreuses photos de Takeo, Junko et d'un jeune garçon. Takeo avait été présent à chaque étape importante de la vie de ce garçon. Cela signifiait qu'Emi n'avait jamais vraiment eu Takeo pour elle seule. Tout en accompagnant Emi et leur fils, Takeo avait également élevé un autre enfant. Le bonheur qu'Emi avait nourri pendant 15 ans s'est effondré en un instant. Elle se sentait complètement ridicule et absurde. À ce moment-là, elle a juré de faire payer Takeo. Reiko découvrit que le garçon n'était pas l'enfant de Takeo. Il s'agissait probablement du fils de Junko issu d'un précédent mariage. Sa confidente proposa d'aider Emi à poursuivre Takeo et Junko en justice. Emi pourrait alors obtenir des millions de yens en pension alimentaire. Mais Emi déclara que quelques millions de yens en pension alimentaire ne pourraient jamais apaiser la douleur qui lui avait été infligée ni lui rendre le bonheur qu'elle avait perdu. Comme la loi ne pouvait pas les punir,
Elle allait se venger elle-même de Takeo et Junko. Emi prévoyait d'abord de les briser psychologiquement. Elle posa sa candidature pour devenir le tuteur privé du fils de Junko. Emi pouvait confirmer une chose, ce garçon éprouvait au moins une certaine affection pour elle. Ryota était beau et ne manquait jamais d'admiratrices parmi ses camarades de classe. Cependant, en tant qu'élève de collège inexpérimenté, il aspirait à un contact plus étroit avec le garçon qui lui plaisait, mais craignait le rejet ou l'incompréhension. Il leur faut souvent beaucoup de temps pour surmonter leur timidité et leur malaise. Emi, cependant, savait précisément comment saisir et créer des opportunités, s'appuyant sur les bases émotionnelles établies grâce à ce contact physique, et observant les regards troublés et évasifs de Ryota, né de sa timidité. Emi était certaine qu'il ne faudrait pas longtemps avant que cette romance naissante ne piège le jeune garçon. Sa belle-mère se demandait pourquoi Emi, qui manquait clairement d'argent, souhaitait soudainement retourner travailler. Emi expliqua que son fils avait grandi. La vie prolongée de femme au foyer était devenue quelque peu ennuyeuse, et elle souhaitait donc reprendre son rôle bien-aimé dans l'enseignement. Elle rassura sa belle-mère en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car les cours ne seraient dispensés que 2 fois par semaine. La belle-mère pria Emi de ne pas se méprendre, elle n'avait absolument aucune objection. Mais elle voulait savoir si Emi en avait discuté avec Takeo. Une question avait toujours troublé Emi, Ryota était-il vraiment l'enfant illégitime de son mari ? Les notes d'anglais de Ryota étaient loin d'être satisfaisantes et les examens de fin de trimestre approchaient. Emi voulait lui donner des cours particuliers, pour rendre l'apprentissage moins fastidieux. Elle prévoyait de fixer des objectifs et des récompenses. C'est alors que le regard d'Emi s'est posé sur le pendentif sur le thème du jeu qui pendait au sac à dos de Ryota. Elle lui a dit qu'elle aussi jouait à ce jeu, en apprenant que son professeur y jouait. Les yeux de Ryota, jusque-là ternes, se sont soudainement illuminés. Chaque fois qu'on parlait de jeu, Ryota, d'ordinaire nerveux, devenait confiant et serein. Emi lui a promis que s'il obtenait une note supérieure à 85 aux examens finaux, elle lui offrirait un ensemble de skins pour le jeu et l'aiderait à passer au niveau supérieur. En réalité, Emi avait déjà fait des recherches personnelles sur les centres d'intérêt de Ryota afin de combler le fossé qui les séparait. Ryota s'est ouvert et a baissé sa garde. L'étape suivante consistait à sonder progressivement sa situation familiale. En apprenant qu'Emi avait réussi à approcher le fils de Junko, Reiko a soudainement pris un air inquiet. Elle s'engagea à aider Emi autant que possible. Mais ayant été témoin du parcours d'Emi et Takeo, de leur jeunesse à leur bonheur, elle se souvenait encore du sourire radieux d'Emi lors de leur mariage. Même si l'infidélité de Takeo était méprisable, elle espérait qu'Emi lui parlerait correctement. Si ce n'était pas pour elle-même, alors pour leur fils de 5 ans. Peut-être émue par les paroles de son ami, Emi décida de donner une chance à Takeo de s'expliquer. Après cette période d'effort, les notes de Ryota avaient considérablement augmenté, atteignant avec succès les objectifs fixés par Emi. Comme convenu, Ryota avait réussi à ajouter Emi comme ami de jeu et avait reçu un skin en édition limitée. Alors qu'il s'apprêtait à se connecter pour jouer, le téléphone de Ryota sonna. Takeo, ayant entendu parler des excellents résultats scolaires de Ryota, l'avait immédiatement appelé pour le féliciter. L'appel de Ryota fit réaliser à Emi que la personne à l'autre bout du fil était peut-être son mari. Ce souvenir douloureux revint à l'esprit d'Emi. Réprimant sa colère, Emi demanda à Ryota si c'était son père qui appelait. Après un moment de silence, Ryota répondit à Emi que l'on pouvait le considérer comme son père, mais qu'il n'était pas son père. Pour être précis, c'était un homme qui s'occupait de lui comme un père. Avant la naissance de Ryota, son père biologique avait abandonné sa mère. Il n'avait donc aucun souvenir de son père biologique, et sa mère refusait d'en parler. D'aussi loin qu'il se souvienne, cet homme avait toujours été à ses côtés. Comme sa mère travaillait de très longues heures, c'était souvent cet homme qui s'occupait de lui. Une fois qu'il fut en âge de comprendre, il apprit que cet homme était le petit ami de sa mère. Peu à peu, il s'habitua à leur vie commune. Emi s'efforça de rester calme lorsqu'elle demanda à Ryota s'il ne s'était jamais demandé pourquoi il ne s'était jamais marié. Cette question laissa Ryota sans voix pendant un instant. À ce moment-là, un professeur du bureau d'orientation informa Ryota que sa mère s'était évanouie et qu'elle était actuellement à l'hôpital. En apprenant la nouvelle, Ryota se précipita dehors. Même si elle savait désormais grâce à Ryota que Takeo n'était pas son père biologique, Emi ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. Takeo serait-il aussi affolé que Ryota s'il apprenait que Junko s'était évanoui ? Comme prévu, peu de temps après, Takeo envoya un SMS à Emi pour lui dire qu'il travaillerait tard et qu'elle n'avait pas besoin de l'attendre pour dîner. Incapable d'attendre alors qu'elle était encore au travail, Emi fit demi-tour et se précipita à l'hôpital. Plutôt que de se laisser envahir par des pensées folles, elle voulait voir par elle-même. Emi arriva à l'hôpital dans un état de grande agitation et réussit à localiser la chambre de Junko. Mais son mari était introuvable dans la chambre. Peut-être était-elle vraiment trop sensible. Après tout, elle n'était qu'une maîtresse, son mari n'allait sûrement pas abandonner son travail pour se précipiter à ses côtés. Alors qu'Emi s'apprêtait à retourner à l'école, une silhouette familière passa devant elle. Peut-être pressée, Takeo ne remarqua même pas la silhouette de sa femme qui s'éloignait, se précipitant directement vers la chambre. Alors qu'Emi s'apprêtait à écouter leur conversation, le bureau des enseignants découvrit son absence non autorisée et l'appela. Ce soir-là, après avoir couché Iwashi, son mari n'était toujours pas rentré à la maison. Elle resta assise dans le hall jusqu'à tard dans la nuit. Emi, qui avait initialement l'intention de donner une dernière chance à Takeo de discuter, sentait désormais que c'était tout à fait inutile. Dans le cœur de Takeo,
Une maîtresse et un fils sans lien de sang avaient tous deux plus d'importance qu'elle et leur enfant. Elle comprit que cette relation était irrémédiablement brisée. Amy décida de poursuivre sa vengeance à sa manière. Le lendemain, Ryota s'excusa auprès d'Amy. Il avait brusquement séché les cours la veille parce qu'il s'inquiétait pour sa mère. Il voulait qu'Amy continue à lui donner des cours particuliers dans d'autres matières. L'évanouissement de sa mère était peut-être dû à une fatigue excessive due au travail. Ryota avait l'intention d'étudier assidûment et d'entrer à l'université pour alléger le fardeau de sa mère. Après tout, il allait bientôt devenir grand frère. Depuis son retour au travail, Amy avait visiblement maigri. Elle mentionna son manque d'appétit récent. Sa belle-mère lui prépara avec attention un bol de bouillie de millet. Mais Amy eut la nausée après seulement quelques cuillerées. Soupçonnant une grossesse, sa belle-mère la pressa d'aller à l'hôpital pour un examen. Même si Amy savait que les chances étaient minces, Takeo ne l'avait pas touchée depuis des lustres. Elle fit tout de même le test, s'accrochant à un mince espoir. Si elle était enceinte contre toute attente, son mari changerait-il d'avis? Son trouble intérieur était immense. Consciente de son infidélité, mais incapable de rompre un lien vieux de 10 ans, elle continuait à faire ses courses et à cuisiner pour lui comme si de rien n'était. Cette existence rendait Amy complètement désespérée. Soudain, Ryota apparut derrière elle. Amy remarqua leur étrange connexion. Se retrouvant par hasard dans un endroit aussi isolé, Amy avait mentionné une fois qu'elle vivait dans ce quartier. Alors, chaque jour après l'école, Ryota attendait près du marché, dans l'espoir de la croiser. Depuis leur dernière conversation, Amy n'était pas venue à l'école depuis un certain temps. Et Ryota était très inquiet. Il lui demanda s'il avait dit quelque chose de mal la dernière fois. Amy répondit à Ryota de ne pas trop y penser et de se concentrer plutôt sur la santé de sa mère. Puis, par curiosité, elle lui posa des questions sur l'homme qui avait remplacé papa, et comment il avait réagi en apprenant la grossesse de la mère de Ryota. Ryota rayonnait de bonheur, disant que l'homme était encore plus ravi qu'il ne l'avait imaginé. Il avait dit que les 9 mois lui semblaient trop longs et qu'il était impatient de tenir le bébé dans ses bras. Quant à leur mariage, l'homme avait promis à la mère de Ryota qu'il se marierait certainement, même si le moment n'était pas encore venu. Ces mots frappèrent Amy comme un coup de tonnerre, la laissant figée sur place, le regard vide et distant. Reprenant ses esprits, elle informa Ryota qu'elle était arrivée chez elle et prit congé précipitamment. Ce soir-là, de retour à la maison, Takeo s'enquit de la santé d'Amy de manière superficielle. Sa mère lui avait dit qu'Amy semblait plutôt fatiguée ces derniers temps. Le traitement différencié de Takeo causait à Amy un profond malaise psychologique. Lorsque Junko était tombé malade, il avait abandonné son travail pour se précipiter immédiatement à l'hôpital. Pourtant, lorsqu'elle ne se sentait pas bien, il balayait ses inquiétudes d'un revers de main. Après mûre réflexion, Amy décida de prendre l'initiative et d'enquêter personnellement sur le charme de cette femme. Au moment où Junko se retourna et vit Amy, le sourire naturel sur son visage se figea instantanément. Elle n'aurait jamais imaginé que la véritable protagoniste viendrait frapper à sa porte. Elle ne pouvait qu'espérer qu'Amy ne la reconnaisse pas et ne fasse que passer. Voyant le comportement remarquablement calme d'Amy, son cœur se détendit légèrement. Elle lui demanda chaleureusement quel style de coiffure elle souhaitait. Amy complimenta le collier qui ornait le cou de Junko. Junko expliqua nerveusement qu'il s'agissait d'un cadeau d'anniversaire de son fils. Amy fit remarquer que les bijoux de cette marque étaient plutôt chers. Pour qu'un lycéen offre un cadeau aussi coûteux, il doit vraiment adorer sa mère. Par coïncidence, son propre bracelet était de la même marque. Au cours de la conversation, Junko ressentit soudainement un malaise lié à sa grossesse. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, profitant de ce moment pour rassembler ses pensées dispersées. Elle et Takeo avaient caché leur liaison pendant plus de 10 ans sans être découverts. Pourquoi alors Amy était-elle venue frapper à sa porte précisément après qu'elle soit tombée enceinte? Était-ce vraiment une simple coïncidence? Pourtant, le ton d'Amy semblait toujours étrangement sarcastique. Amy fit remarquer que les nausées matinales étaient terriblement désagréables pour les femmes, et qu'il était essentiel d'avoir le soutien indéfectible et la compagnie de son mari. Elle-même n'avait supporté l'épreuve de l'accouchement que grâce aux soins dévoués de son mari. Junko répondit qu'elle était célibataire. Curieuse, Amy lui demanda comment elle avait réussi à concevoir. Être enceinte signifie sûrement que vous avez un partenaire stable? Élever 2 enfants en tant que mère célibataire tout en travaillant, n'est-ce pas trop difficile? Amy conseilla à Junko de se méfier des voyous. La plupart des hommes accordent la priorité au mariage lorsqu'ils apprennent que leur partenaire est enceinte. Cela apporte une tranquillité d'esprit. Junko resta momentanément sans voix, ne sachant pas comment répondre. Leur conversation fut interrompue par un vendeur. Sa conversation avec Amy rendit Junko anxieuse. Elle voulait désespérément savoir quand Takeo l'épouserait. Pourtant, elle effaça le SMS qu'elle avait soigneusement rédigé. Elle ne supportait pas à l'idée d'entendre à nouveau les réponses évasives de Takeo. Elle avait besoin d'une réponse en face à cette question. Le lendemain, Amy retourna à l'école. Ryota ne put s'empêcher de complimenter sa nouvelle coiffure, qu'il trouva adorable dès qu'il la vit. Son regard évasif était empreint d'une émotion timide. Le léger parfum qui émanait de lui convainquit Amy que le garçon devant elle était complètement sous le charme. Peut-être parce que Junko était enceinte. Takeo était devenu inhabituellement collant ces derniers temps. Non seulement il rentrait plus tôt à la maison, mais il aidait aussi à s'occuper de l'enfant. Ses paroles étaient douces comme du miel, et il venait souvent lui témoigner son affection. Amy réprima son malaise physique et se rappela les avertissements répétés de sa meilleure amie, ayant décidé de mettre à exécution son plan de vengeance. Elle ne devait pas commettre d'erreur avant de l'avoir mené à bien. S'efforçant de jouer le rôle de l'épouse heureuse et adorée, elle devait faire avancer son projet rapidement. Par coïncidence,
Ryota prit contact avec elle et invita Amy à le retrouver dans un café pendant le week-end. Junko semblait également avoir remarqué le comportement étrange de son fils ces derniers temps. Une bouteille d'eau de Cologne pour homme trônait désormais sur son bureau, ce qui contrastait fortement avec son obsession habituelle pour les jeux vidéo, se souvenant soudainement de sa conversation avec Amy. Ce qui ne fit qu'accroître son inquiétude. Le cœur lourd, elle ouvrit l'ordinateur portable de Ryota. Un historique de conversations suggestif apparut sous ses yeux, bien qu'elle ne sût pas qui se trouvait à l'autre bout. Un puissant sentiment d'appréhension s'empara d'elle. Elle nota l'adresse du café et l'heure du rendez-vous, avec l'intention de vérifier personnellement qui son fils allait rencontrer. Mais elle trouva l'endroit désert. À ce moment-là, les deux étaient déjà partis. Amy était curieuse de savoir pourquoi Ryota avait soudainement cherché à la rencontrer. Cela venait de sa réponse évasive lorsqu'elle l'avait interrogé sur sa situation familiale en dehors de chez elle la dernière fois. Il avait clairement senti sa déception à ce moment-là. Après être rentré chez lui, il y avait réfléchi sans cesse. Amy l'avait exhorté à ne pas se méprendre, expliquant que la situation familiale des étudiants pouvait facilement affecter leurs résultats aux examens à l'approche des épreuves. Ryota avait insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un refus de parler, mais que sa situation familiale était complexe et difficile à expliquer en quelques mots. Amy avait demandé à Ryota s'il lui faisait confiance. Il avait immédiatement répondu par l'affirmative. À sa connaissance, l'homme qui avait remplacé son père avait une famille. Une telle situation serait certainement méprisée par les autres. Mais il estimait que sa mère n'avait rien fait de mal. Il sentait que le lien entre sa mère et cet homme était réciproque et sincère. Rencontrer quelqu'un que l'on aime était la plus belle chose qui soit. Même si cet homme avait une autre famille, tant que cela rendait sa mère heureuse, cela lui suffisait. Amy, cependant, insistait sur le fait qu'il s'agissait clairement d'une liaison illicite. Ryota affirmait qu'un homme aussi attaché à sa famille que Takeo avait pris soin d'eux avec minutie pendant plus de 10 ans. Même sans les apparences du mariage. Qu'un homme aussi intègre trahisse sa famille suggérait des problèmes plus profonds au sein même de ce foyer. Amy était choquée par la vision du monde de Ryota, qu'elle jugeait totalement égocentrique et spéculative. Pourquoi ne considérait-il pas que leur propre inconduite pouvait plonger une autre famille dans la ruine? Amy percevait clairement la perspective erronée de Ryota, mais ne pouvait pas le condamner totalement. Ryota était perplexe face à la réaction intense d'Amy. Il s'est avéré qu'Amy avait connu un contexte familial similaire. Elle n'avait jamais vu son père depuis sa naissance et avait souvent vu sa mère se cacher pour pleurer en secret. Même lorsque sa mère est morte dans un accident de voiture, son père ne s'est jamais présenté. C'est ce jour-là qu'elle a appris par des proches qu'elle était le fruit d'une liaison. Sa mère était tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû, ce qui avait conduit à cette situation. Née avec ce péché, elle avait autrefois cru qu'elle ne méritait pas de vivre. Elle avait grandi avec cette culpabilité, mais n'avait jamais pensé que l'adultère était inévitable. Craignant de mourir seule comme sa mère, elle avait toujours rêvé d'un mariage heureux. Un appel téléphonique soudain interrompit leur conversation. Ryota, inquiet, demanda à Amy qui était ce Takeo dont elle parlait. Amy répondit, « C'est mon mari. C'est l'homme qui a pris la place de ton père. » Ryota fut immédiatement plongé dans le désarroi. Il demanda à Amy d'arrêter de plaisanter. Amy rétorqua, « Crois-tu vraiment que de telles coïncidences existent dans ce monde ? Tu as détruit ma famille. Je vous déteste tous les deux. Je vous déteste tellement. » Sur ces mots, Amy se retourna et partit en trombe sans se retourner. Junko, incapable de localiser son fils, était profondément troublée. Elle sentait qu'Amy était impliquée d'une manière ou d'une autre. Si son fils avait subi un préjudice, elle ferait en sorte qu'Amy le paie cher. Après s'être légèrement calmée, Amy réalisa que son éclat précédent avait été impulsif. Elle n'avait pas prévu que Ryota vivait dans une famille dépourvue de culpabilité. Cela ne fit qu'attiser davantage la fureur d'Amy. Junko suivit Amy jusqu'à un parc près de chez elle et aperçut Takeo seul avec l'enfant. Cela confirma ses soupçons selon lesquels Amy était la maîtresse de Ryota. Yueshi lui apprenait qu'Amy était sortie avec une amie. Même Takeo ne savait pas de quelle amie il s'agissait. Il ne se mêlait jamais de la vie privée d'Amy. Junko attendit anxieusement jusqu'à tard dans la nuit le retour de Ryota. Alors qu'elle s'apprêtait à l'interroger, Ryota se dirigea directement vers sa chambre. En ouvrant son ordinateur portable, il découvrit qu'Amy l'avait bloqué. Une vague de désolation l'envahit instantanément. Le lendemain, à l'école, ses camarades de classe l'informèrent qu'Amy avait démissionné. Reiko jugea les actions d'Amy beaucoup trop impulsives. Tout ce temps passé à comploter sa vengeance avait été vain. Ryota allait sans aucun doute rapporter la situation à sa mère. Takeo allait bientôt le découvrir aussi. Amy rassura sa meilleure amie en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Takeo lui avait déjà envoyé un SMS pour lui dire qu'il avait quelque chose d'important à discuter ce soir-là. Reiko pensait, d'après son expérience professionnelle, qu'une fois les méfaits d'un salaud pleinement exposés, celui-ci ne se sentirait que brièvement déstabilisé. Il retrouverait rapidement leur bonne humeur. Plus besoin de se cacher, plus besoin de mentir, cela serait en fait libérateur. Ce soir-là, Takeo s'excuserait probablement dès son retour à la maison. Elle ne devait en aucun cas montrer de faiblesse à ce moment-là. Leur seul objectif était de réduire le montant de l'indemnisation. En apprenant la démission d'Amy, sa belle-mère s'était immédiatement montrée inquiète. « Tu disais que tu étais heureuse au travail. Pourquoi démissionner si soudainement ?» La belle-mère avait exhorté Amy à se détendre, lui assurant que quels que soient les problèmes qui se présenteraient, sa famille la soutiendrait inconditionnellement. Amy avait désespérément envie de dire à sa belle-mère à ce moment-là que son fils chéri avait une autre famille ailleurs. Elle verrait sûrement le bien et le mal et la soutiendrait, obligeant Takeo à s'excuser et à admettre sa faute. Après ce bref fantasme, Amy est rapidement revenue à la réalité. Cette relation était probablement irréparable, comme sa meilleure amie l'avait prédit.
Takeo s'est excusé auprès d'Emi dès son retour à la maison. Il a dit qu'il avait appris par Iwashi que maman avait beaucoup pleuré ces derniers temps et que tout était de la faute de papa, bien qu'il ne puisse pas déterminer précisément ce qui avait bouleversé Emi. En tant que mari, il estimait qu'il devait s'excuser en premier. Jongler entre le travail et les enfants devait être extrêmement stressant. Il espérait qu'Emi lui dirait si elle se sentait dépassée. En tant que famille, ils partageraient le fardeau ensemble. En réalité, Ryota n'avait pas du tout mentionné l'affaire de l'école à Junko à son retour. Emi partagea immédiatement cette information avec sa meilleure amie. Elle se demanda si le manque de temps de Ryota pour parler à sa mère était dû à l'approche des examens. Reiko a rejeté cette hypothèse comme peu probable, car Ryota vivait avec sa mère après tout, avec autant d'occasions de se voir et d'innombrables moyens de lui envoyer des SMS ou de l'appeler s'il voulait vraiment lui parler. Il était clair que Ryota évitait délibérément d'aborder le sujet. Si tel était le cas, Reiko pensait que Ryota avait le potentiel pour devenir l'un des leurs. L'analyse actuelle suggérait que Ryota était probablement désespérément amoureux, bien que cela soit quelque peu contraire à l'éthique. Elle sentait que Ryota avait encore de la valeur. Ryota avait silencieusement surveillé l'extérieur du bureau pendant des semaines sans voir aucun signe du retour d'Emi au travail. Il avait finalement trouvé le courage de la rechercher directement. Junko avait reçu un appel de l'école l'informant de l'absence inexpliquée et du départ prématuré de Ryota. Après sa surprise initiale, Emi avait rapidement mis au point une contre-mesure. Elle avait supposé que Takeo ignorait probablement sa relation avec Ryota. Takeo expliqua que Ryota était simplement le fils d'une connaissance du club universitaire, qu'il n'avait rencontré qu'à quelques reprises. Pour apaiser la tension, Takeo présenta maladroitement sa femme et ses enfants à Ryota. Il renvoya Emi chez elle, puis prit Ryota à part sous prétexte de discuter. De retour à la maison, Iwashi fit remarquer à Emi que le monsieur âgé et une dame âgée se ressemblaient beaucoup. Cette remarque déstabilisa Emi. Junko avait peut-être déjà senti quelque chose. Allait-elle également se venger de son fils ? Après tout, un fils est le talon d'Achille de toute mère. Takeo coinça Ryota contre le mur et le réprimanda sévèrement. Il leur avait explicitement demandé de ne pas s'approcher de sa résidence sans autorisation. Pourtant, ces 2 derniers jours, Junko et lui étaient apparus à plusieurs reprises. Ryota s'excusa auprès de Takeo, promettant d'être plus prudent la prochaine fois. Mais il ne put s'empêcher d'ajouter « Votre femme est très belle ». Takeo ne sut pas quoi répondre. De retour à la maison, Emi demanda avec curiosité ce dont Takeo et Ryota avaient discuté. Takeo répondit vaguement qu'ils avaient simplement pris des nouvelles l'un de l'autre. Emi jugea inapproprié d'insister. À ce moment-là, Iwashi demanda du lait. Emi découvrit que le réfrigérateur était vide. Elle se prépara à sortir pour en acheter, mais découvrit à sa grande surprise que Ryota n'était pas encore parti. Ryota s'excusa auprès d'Emi de ne pas avoir pris en considération ses sentiments ce jour-là à la plage. Après être rentré chez lui, il n'avait cessé de réfléchir au fait que, bien qu'il fût celui qui avait commis l'adultère, il avait évité de discuter de cette affaire parce que le résultat lui était favorable. Comparé aux excuses de Ryota, Emi était plus préoccupé par ce qu'il venait de discuter avec Takeo. Je lui ai demandé s'il avait vraiment l'intention d'épouser maman. Cette question pesait depuis longtemps sur l'esprit d'Emi. La réponse de Takeo est restée évasive. Il a toutefois assuré à Ryota qu'entre Emi et sa mère, c'était Junko qu'il aimait le plus. Et il a demandé à Ryota de lui laisser plus de temps. Ryota savait que les paroles de Takeo allaient profondément blesser Emi. Mais il ne pouvait se résoudre à mentir. La tristesse d'Emi n'a duré qu'un instant. Se tournant soudainement vers Ryota, elle s'est penchée vers lui et lui a demandé « Ferais-tu n'importe quoi pour moi ?» Lorsqu'Emi rentra tard chez elle ce soir-là, elle entendit Takeo au téléphone, qui semblait très agité. Bien que la conversation fût fragmentée, les bribes qu'elle entendit suffirent à la choquer. Emi ne put s'empêcher de demander à Takeo à qui il venait de parler. Takeo sembla surpris, mais à en juger par la réaction d'Emi, elle n'avait rien remarqué d'anormal. Il expliqua qu'il s'agissait d'une question professionnelle, son subordonné avait commis de nombreuses erreurs, compromettant les objectifs de performance de fin de mois. Même s'il avait réussi à minimiser la situation, Takeo se sentait toujours mal à l'aise. À ce moment critique, il ne pouvait absolument pas se permettre le moindre faux pas. Il demanda à Emi si elle était libre vendredi, jour de leur anniversaire de mariage. Ils n'avaient pas célébré cet événement en dînant ensemble depuis des années. Pour montrer sa sincérité, Takeo avait prévu de choisir un restaurant haut de gamme. Incidemment, cela renforçait également son image de bon mari auprès de ses collègues, ajoutant une nouvelle corde à son arc. De retour à la maison, sa mère rappela à Takeo qu'ils n'avaient pas fêté leur anniversaire avec Emi depuis des lustres. Elle le pressa de choisir un cadeau avec beaucoup d'attention. Sans rien faire d'autre, elle choisit un bijou en diamant et appela Takeo pour qu'il l'admire. « Traite bien mademoiselle Emi », lui conseilla-t-elle. Ainsi, nous serons tous heureux. Finalement, Takeo choisit un restaurant 3 étoiles Michelin. Profondément ému, Emi se rendit compte qu'ils se connaissaient sans le savoir depuis 17 ans. Une question la préoccupait depuis quelque temps, et elle cherchait la réponse auprès de Takeo. Au cours de ces 17 années, Takeo l'avait-il vraiment aimé ? À ce moment-là, le téléphone d'Emi sonna. L'hôpital l'informait que son grand-père s'était effondré. Takeo proposa de l'accompagner, mais Emi refusa. Elle souhaitait qu'il reste et réfléchisse sérieusement à la question qu'elle venait de lui poser. Le médecin informa Emi que le cancer de son grand-père s'était métastasé et que le pronostic était sombre. Emi se sentit profondément coupable, réalisant qu'elle avait consacré la majeure partie de son énergie à sa propre famille au fil des ans, négligeant la santé de son grand-père. Son grand-père lui dit de ne pas se blâmer. La naissance, le vieillissement, la maladie et la mort faisaient tous partie du cours naturel de la vie. Il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Avant de mourir,
Il avait une chose très importante à dire à Amy. Il lui demanda si elle connaissait l'origine du bracelet. Amy savait seulement que c'était un souvenir de sa mère. Son grand-père lui révéla que ce bracelet était un gage d'affection offert à la mère d'Amy par le président de la bijouterie Tsukishiro. Cet homme, nommé Shota, était le père d'Amy. La mère d'Amy avait auparavant travaillé comme vendeuse à la bijouterie Tsukishiro. Contre toute attente, elle avait attiré l'attention de Shota, le président du groupe Tsukishiro. Peu après, elle était tombée enceinte d'Amy. Comme Shota avait déjà une famille, il voulait mettre fin à la grossesse. Mais la mère d'Amy était déterminée à donner naissance à son enfant quoi qu'il arrive. Shota a décidé de lui proposer un accord et de rompre tout lien avec elle. On dit que la mère d'Amy était en route pour affronter Shota lorsqu'elle a eu cet accident mortel. Les détails de l'incident n'ont toujours pas été révélés à ce jour. Le groupe Tsukishiro a tout réglé par des moyens financiers. Après tout, si les médias enquêtaient sur l'accident, l'infidélité conjugale de Shota serait inévitablement révélée. En apprenant les actions de Tsukishiro, le grand-père d'Amy était furieux. Il a ordonné à Shota de ne plus jamais se présenter devant l'enfant, et ne voulait pas non plus qu'Amy appelle un tel scélérat « papa ». Quant à l'argent que Shota avait promis à la mère d'Amy, grand-père l'a mis en sécurité pour elle. En plus de cela, Shota a également laissé quelques actions à Amy. Pourtant, même avec cette immense fortune, Amy restait profondément découragée. Aucune somme d'argent ne pouvait lui apporter la joie. Amy est soudainement revenue à la réalité. L'argent dont Takeo avait parlé au téléphone ce jour-là pouvait-il avoir un lien avec ses origines? Elle se souvint de l'intérêt fréquent de Takeo pour l'actualité de Tsukishiro Joaillerie et de sa préférence pour les cadeaux provenant de leur boutique. Mais c'était un secret que même elle ignorait, Takeo ne pouvait certainement pas le savoir non plus. De retour à la maison, sa belle-mère s'enquit avec sincérité de l'état de santé de son grand-père. Remarquant l'humeur morose d'Amy, elle s'accroupit gentiment pour la réconforter. Amy ne put s'empêcher de réfléchir, même si la vie était difficile. Elle avait la chance d'avoir une belle-mère aussi tendre. À ce moment-là, le téléphone que sa belle-mère avait laissé sur la table sonna soudainement. Amy se retourna instinctivement pour regarder, apercevant par inadvertance plusieurs SMS de Takeo, après le départ de sa belle-mère. Pour confirmer ses soupçons, Amy se connecta au compte de sa belle-mère sur les réseaux sociaux depuis l'ordinateur. À sa grande surprise, elle découvrit qu'ils avaient un groupe de discussion privée. Dans celui-ci, ils discutaient du moment où le grand-père d'Amy allait mourir. Amy avait du mal à y croire. Tout ce qui s'était passé jusqu'à présent n'était qu'une illusion. Junko s'adressait même directement à la mère de Takeo en l'appelant « belle-mère » dans le groupe. Des photos intimes des trois personnes prouvaient en outre que la belle-mère avait pris le parti de Junko dès le début. Haruko revint avec des pâtisseries et continua à feindre de s'inquiéter pour Amy. Amy joua le jeu de la belle-mère, pour découvrir comment ils avaient appris ses véritables origines. Amy interrogea subtilement la belle-mère sur sa jeunesse, à la recherche d'indices, peut-être ravie que son plan soit sur le point de réussir. Haruko parla à Amy de son passé sans aucune réserve. Dans sa jeunesse, elle avait rencontré le père de Takeo lors d'un concours de beauté. Ils s'étaient mariés et avaient eu des enfants peu après. Mais en raison de la dépendance au jeu du père de Takeo et de ses dettes croissantes, ils avaient fini par divorcer. Au départ, elle pensait pouvoir élever Takeo seule, sans pression. Mais elle s'est vite rendue compte que, malgré tous ses efforts, la vie restait incroyablement difficile. Son cœur se serrait chaque fois qu'elle voyait Takeo incapable de jouer joyeusement comme les autres enfants. Jusqu'au jour où Haruko a repéré une grande entreprise qui recrutait du personnel domestique. Elle a postulé sur un coup de tête et, à sa grande surprise, a été retenue à l'issue de l'entretien. Grâce à cet emploi, leurs conditions de vie se sont progressivement améliorées. De plus, elle s'est liée d'amitié avec un employé de cette même entreprise. Amy a senti que l'ami dont parlait sa belle-mère était peut-être sa propre mère. Haruko a affirmé avoir gentiment averti cette amie que les relations illicites ne finissaient jamais bien. Mais la jeune fille n'a pas voulu l'écouter et, au final, elle a non seulement été abandonnée, mais elle a également perdu son emploi. En réalité, après avoir appris la liaison entre Shota et la mère d'Amy, Haruko avait secrètement rassemblé des preuves grâce à une surveillance. Elle avait ensuite vendu ces preuves à un magazine hebdomadaire, forçant la mère d'Amy à rompre toute relation avec Shota. Après la révélation de cette liaison, Haruko avait également été expulsée du domicile de Shota. Cela n'avait fait que renforcer la conviction d'Amy que l'ami, mentionné par sa belle-mère, était bien sa propre mère. Plus tard, Haruko avait accidentellement découvert le plan de Shota qui consistait à utiliser de l'argent pour dissimuler l'existence de sa fille illégitime, ce qui avait encore attisé sa jalousie. Par chance, le lycée fréquenté par cette fille illégitime était le même que celui de Takeo. Convaincue qu'il s'agissait d'une intervention du destin, elle a exhorté Takeo à courtiser Amy, bien que Takeo ait explicitement déclaré qu'il était déjà amoureux d'une autre fille. Haruko a rejeté cet argument comme étant sans importance, convaincu que Takeo pourrait gérer la situation. Au début, Takeo était quelque peu choqué. Mais sa mère a ajouté, « S'il épouse cette fille, nous aurons plus d'argent que nous ne pourrons jamais en dépenser. » Takeo adhéra rapidement à la logique de sa mère. La pauvreté était une perspective trop terrifiante pour eux. Il abandonna donc ses efforts pour conquérir Junko et se rapprocha délibérément d'Amy, jusqu'au jour où il rencontra à nouveau Junko dans la rue. À ce moment précis, Takeo se souvint des paroles de sa mère. Reiko était furieuse lorsqu'elle apprit le plan de Takeo. Légalement, l'argent qu'Amy avait hérité de son grand-père ne pouvait être partagé avec son mari.
même en cas de divorce. Takeo et sa mère devaient avoir d'autres plans pour transférer les actifs. Elle a exhorté Emi à rompre immédiatement tout lien avec le groupe de Takeo. Reiko avait déjà rédigé la demande de divorce pour Emi, mais Emi semblait désormais hésitante. Elle estimait que Ryota était innocent et espérait lui épargner toute implication. Reiko a averti Emi de ne pas faire preuve de pitié. Après tout, ce lycéen était le fils de la maîtresse de son mari. Ce fait ne pouvait être changé. Takeo promettait une fois de plus à Junko qu'il divorcerait d'Emi dès qu'elle lui aurait transféré toutes ses actions. Junko était depuis longtemps devenu insensible aux soi-disant promesses de Takeo. Takeo assura à Junko qu'Emi ne semblait rusée qu'en apparence, mais qu'en réalité, elle était naïve. Recevoir soudainement une somme aussi importante la bouleverserait certainement. Il lui suffirait alors de lui dire que c'était pour la gestion financière, et Emi lui transférerait directement tout l'argent. Takeo exhorta Junko à être patiente, car la procédure de divorce était longue. Il devrait également changer le nom enregistré de Yuashi en Kazuo. À l'évocation de Kazuo, Junko se mit en alerte. Elle se précipita dans la chambre de Ryota et fouilla dans ses papiers. Elle découvrit que le tuteur privé de Ryota s'appelait également Kazuo. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Tous les indices confirmaient les soupçons de Junko. Tôt le lendemain matin, Ryota fit 2 grands sacs. Junko lui demanda où il comptait aller, mais Ryota ne lui prêta aucune attention. Elle le pressa de garder la tête froide et de ne pas se laisser aveugler par le désir. Takeo et sa mère étaient ses véritables alliés. Il ne devait pas se laisser utiliser par une femme. Le seul but d'Emi était la vengeance. Ryota déclara qu'il savait tout et que même s'il était utilisé, il l'acceptait volontiers. Les paroles de Ryota brisèrent complètement Junko. Elle ne comprenait pas pourquoi son fils, sachant pertinemment qu'Emi le manipulait, choisissait malgré tout de se ranger de son côté. Ryota confronta sa mère. Tu savais que Takeo était marié, mais tu as continué à entretenir une relation illicite avec lui. N'est-ce pas mal en soi? Tu ne te sens pas coupable? Juste parce que tu en as tiré profit. Tu ne peux pas comprendre à quel point c'est douloureux et désespérant pour la personne trahie. Comment peux-tu, en tant que coupable, avoir le culot d'agir de manière aussi moralisatrice? Junko se défendit en disant qu'elle voulait seulement trouver un père à Ryota, malgré les supplications hystériques de Junko pour qu'il reste. Ryota est parti en claquant la porte. Emi était en train de faire ses valises lorsque la sonnette a soudainement retenti. N'ayant nulle part où aller, Ryota a finalement pensé à Emi. Craignant qu'il n'attrape froid sous la pluie, Emi a trouvé des vêtements de Takeo et l'a encouragé à prendre une douche. Au moment où elle a ouvert la porte, Emi s'est instinctivement détournée. Timide, Ryota l'a alors enlacée par derrière. À ce moment-là, Emi se souvint des paroles de sa meilleure amie. Après tout, il était le fils de l'homme qui l'avait trompé. Elle ne devait pas faiblir maintenant. Tout en aidant Ryota à sécher ses cheveux mouillés, Emi lui demanda ce qui s'était réellement passé. Comme il avait promis à Emi la dernière fois qu'il serait son partenaire, et qu'il ferait tout pour elle, il avait l'intention de prendre ses distances avec sa mère. C'était la meilleure façon qu'il avait trouvée pour soutenir Emi. C'était à cause de l'erreur de sa mère qu'Emi avait subi un préjudice aussi innocent. Ryota lui présenta ses excuses sincères. Emi lui dit d'arrêter. Ryota voulait savoir ce qu'il pouvait faire pour qu'Emi leur pardonne complètement. Emi ne répondit pas. Lorsque la pluie cessa, Emi raccompagna tout de même Ryota chez lui. Peu après, l'état de santé de son grand-père s'aggrava à nouveau. Dans ses derniers instants, il rassembla ses dernières forces pour dire « Je suis désolé » à Emi. Pour Takeo et sa mère, le jour qu'ils attendaient était enfin arrivé. Alors qu'ils jubilaient en silence, une silhouette familière entra dans la salle funéraire. Il s'agissait ni plus ni moins que du père d'Emi, Shota. L'apparition soudaine d'un père qui n'avait pas fait partie de la vie d'Emi depuis plus de 30 ans suscita un sentiment de malaise. Et l'instant d'après, les actions d'Emi firent monter ce malaise en eux. De manière inattendue, Emi choisit de prendre l'initiative. Elle dit à Shota qu'elle avait appris ses origines grâce à son grand-père, mais elle était profondément curieuse de savoir ce qui s'était passé le jour où sa mère avait eu son accident de voiture. À ce stade, Shota ne voyait plus l'intérêt de dissimuler quoi que ce soit. Venu assister aux funérailles du grand-père d'Emi, il était prêt à affronter le passé de front. Il avait l'intention de révéler toute la vérité à Emi. 32 ans auparavant, il était tombé amoureux de la mère d'Emi dès le premier regard. À cette époque, il venait de prendre la tête du groupe Tsukishiro. Ses parents lui avaient arrangé un mariage familial, qu'il trouvait profondément insatisfaisant. Le poids des attentes de ses aînés lui semblait être une montagne qui l'écrasait, le laissant à bout de souffle. La compagnie de la mère d'Emi lui avait offert un répit face à ce fardeau. Jusqu'au jour où elle avait conçu Emi, il avait cru avoir enfin un moyen de pression pour négocier avec son père, et exiger que la mère d'Emi soit officiellement mariée à la famille. Pourtant, il s'en voulait d'avoir été aussi naïf dans sa jeunesse. Pour un magnate de la haute société, l'amour n'était qu'un condiment de la vie, tandis que le mariage devait être lié à des intérêts. Outre le fait que les origines modestes de la mère d'Emi étaient bien loin des standards de ses parents. À présent, la presse ayant révélé sa liaison, son père exigeait qu'il rompe immédiatement toute relation pour préserver l'honneur de la famille, le menaçant de graves conséquences s'il refusait. N'ayant pas d'autre choix, Shota céda, jusqu'au jour de l'accident, où la mère d'Emi risqua tout pour le retrouver. Elle le supplia de voir sa fille en secret. Une seule fois, en tant que père, en tant que mère, elle sentait la solitude dans le cœur d'Emi. Le vœu qu'elle avait fait pour son 5e anniversaire était de voir son père. À ce moment-là, Shota comprit vraiment les sentiments de la mère et de la fille. Pourtant, il savait trop bien que rencontrer Emi de manière précipitée pourrait apporter davantage de malheur à ce couple innocent. Et ce jour-là, la mère d'Emi fut victime d'un accident de la route. Cet incident pèse encore lourdement sur sa conscience, même s'il savait qu'il n'avait pas le droit de demander pardon à Emi. Shota jura que désormais, si Emi avait besoin de quoi que ce soit,
Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Amy insista pour dire qu'il n'était pas nécessaire d'attendre. Elle avait une demande à lui faire dès maintenant. Elle exposa sa situation actuelle à son père. De retour à la maison, Haruko, cette reine du drame, feignit une ignorance totale, simulant son choc d'apprendre qu'Amy était la fille illégitime d'un magnate. Elle sonda subtilement le terrain, suggérant qu'Amy et son père devaient avoir beaucoup de choses à se dire après tant d'années de séparation. Amy rétorqua qu'un père qui n'avait pas montré son visage depuis plus de 30 ans ne pouvait naturellement ressentir aucune affection. Le rencontrer signifiait discuter d'argent. Haruko jubilait intérieurement, tout se déroulait exactement comme elle l'avait prévu. Après 17 années d'agonie, elle pouvait enfin accéder au sommet de la vie. Mais ce triomphe momentané devait rester secret. Il ne fallait pas encore le révéler. Elle continua à feindre l'inquiétude, exhortant Amy à prendre soin d'elle-même et à aller de l'avant. La question de l'argent pourrait être discutée ensemble plus tard. La priorité immédiate était d'accompagner son grand-père dans son dernier voyage. Haruko n'avait pas le cœur à s'occuper d'Amy ou de son grand-père à ce moment-là. Son esprit était déjà occupé à réfléchir à sa prochaine destination. Mais les rêves sont aussi beaux que la réalité est cruelle. Soudainement licenciée par son employeur, Haruko était quelque peu abasourdie. Mais elle se remit rapidement, après tout. Une somme considérable allait bientôt lui être versée. Peut-être était-ce le destin qui la préparait à une nouvelle vie, lui épargnant la nécessité de travailler si dur, jonglant quotidiennement entre plusieurs emplois. Mais lorsque d'autres employeurs commencèrent à la licencier les uns après les autres, elle finit par comprendre que quelque chose n'allait pas. Se sentant déjà coupable, Haruko soupçonna naturellement Shota en premier lieu. De retour à la maison, elle interrogea Amy sur ce qu'elle avait réellement dit à son père ce jour-là. Haruko soupçonnait que seul le groupe Tsukishiro pouvait être à l'origine de ces licenciements répétés. Voyant l'état de détresse de sa belle-mère, Amy n'avait aucune intention de cacher la vérité. « Tu as tout à fait raison, c'est moi qui l'ai fait. » En entendant les aveux d'Amy, Haruko faillit s'évanouir de rage. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Haruko. Amy exhorta sa belle-mère à se calmer, lui proposant de lui trouver un emploi de femme de chambre à la résidence Tsukishiro. Ce jour-là, Shota découvrit que c'était la belle-mère d'Amy qui avait vendu son aventure au magazine hebdomadaire. Naturellement, il n'avait pas l'intention de la laisser s'en tirer comme ça. En entendant cela, Haruko s'effondra sur le sol. Amy s'avança pour lui rappeler qu'il valait mieux reconsidérer le projet de voyage à l'étranger. Vous feriez bien d'abandonner toutes vos illusions. En entendant les paroles d'Amy, la belle-mère perdit instantanément toute défense. Elle exigea de savoir pourquoi Amy l'avait trompée. Amy ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont cette femme pouvait accuser les autres avec une telle indignation vertueuse. Le tumulte à l'extérieur réveilla Iwashi. Haruko se retourna et hurla des insultes à son petit-fils. Elle réalisa trop tard qu'elle avait perdu son sang-froid. Maintenant que Iwashi la méprisait, la dernière préoccupation d'Amy était résolue. Elle saisit l'occasion pour rompre tout lien avec la famille Haruko. Pendant ce temps, plusieurs clients que Takeo avait péniblement obtenus commencèrent à annuler leur contrat, avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait. Un collègue l'informa qu'un beau jeune homme le cherchait. Le visiteur était Ryota. Face à l'apparition soudaine de Ryota, Takeo sembla troublé et désemparé. Avant qu'il n'ait pu trouver une réponse, Ryota déclara sans détour devant tout le monde « Je veux que tu te sépares de ma mère ». L'affaire étant révélée au grand jour, l'image du mari exemplaire que Takeo avait cultivé pendant des décennies s'effondra complètement. Perdant son sang-froid, Takeo déversa sa fureur sur Ryota. « Pourquoi n'as-tu pas pu m'en parler en privé ?» demanda-t-il. « Pourquoi dois-tu me harceler au travail ? As-tu pensé aux conséquences ?» Ryota avait bien sûr pesé le pour et le contre. Mais seule cette approche permettrait à Takeo de prendre la question au sérieux. Takeo accusa Ryota d'être un salaud déloyal et ingrat. Comment ai-je pu élever une créature aussi ingrate ? Le comportement de Takeo convainquit Ryota qu'il n'avait pas commis d'erreur cette fois-ci. L'homme qui se tenait devant lui était tout à fait indigne de la confiance que lui et sa mère lui avaient accordée toute leur vie. En voyant le vrai visage de Takeo, Ryota se sentit profondément blessé et impuissant. Sa seule confidente était désormais Amy. Amy elle-même avait fait confiance à Takeo pendant 17 ans. Pour aboutir à ce résultat, ce soir-là, lorsque Takeo rentra à la maison, Amy avait préparé le dîner comme d'habitude. Mais le repas d'aujourd'hui était particulier, il n'y avait que des aubergines. Bien que je ne connaisse pas la symbolique japonaise associée aux aubergines, l'expression de Takeo indiquait clairement que cela n'augurait rien de bon. Il complimenta maladroitement la cuisine d'Amy, louant son excellence constante. Amy lui demanda alors avec désinvolture s'il se sentait supérieur à Junko. Takeo fut stupéfait, son ton suggérait qu'elle connaissait déjà l'existence de Junko. Il tenta instinctivement de trouver des excuses. Mais Amy le pressa de ne pas gaspiller sa salive. Sa mère ne lui avait-elle donc rien dit ? Takeo sortit précipitamment son téléphone portable, révélant plus d'une douzaine d'appels manqués de sa mère. Il exhorta Amy à se calmer et à lui donner une chance de s'expliquer. Mais Amy jeta une pile de photos accablantes sur la table devant lui. Même confronté à ces preuves, Takeo refusa de tout avouer. Se souvenant soudainement de Iwashi, il tenta de plaider la clémence par l'intermédiaire de son fils. Témoin de la duplicité de son mari, Amy était à la fois amusée et exaspérée. Elle conseilla à Takeo de consacrer son énergie à prendre soin de l'enfant à naître de Junko. Ce n'est qu'alors que Takeo comprit qu'Amy n'avait pas menti, elle savait vraiment tout. Il la supplia de prendre en considération leurs 17 années de vie commune et de lui accorder son pardon. Amy sortit les papiers du divorce qu'elle avait préparés depuis longtemps. Son mari et sa belle-mère avaient tous deux subi les conséquences de leurs actes. La prochaine étape pour Amy était de confronter Junko. Mais Junko joua la victime, accusant Amy de dépravation morale pour avoir séduit son fils sous le couvert de son rôle d'enseignante. Dans un accès de rage,
Junko exigea qu'Emi lui rende son fils immédiatement. Ryota avait disparu depuis une semaine. Elle avait désormais toutes les raisons de soupçonner Emi d'avoir enlevé le lycéen. Il s'agissait d'un comportement criminel. Une liaison méritait-elle le pardon simplement parce qu'elle n'entraînait aucune sanction légale? À présent, Emi se contentait de faire goûter à Junko l'agonie de perdre un membre de sa famille. Sachant qu'elle avait tort, Junko s'agenouilla immédiatement devant Emi, la suppliant de lui rendre son fils. À ce moment-là, Ryota apparut devant elle. Voyant Ryota sain et sauf, l'expression de Junko se durcit à nouveau, prête à accuser Emi. Ryota, cependant, déclara clairement que cela n'avait rien à voir avec Emi. Il s'était enfui et ne l'avait pas revu depuis. Junko ne comprenait pas pourquoi Ryota favorisait constamment Emi. Elle a dû le charmer ou le menacer, commença-t-elle. Mais Ryota l'interrompit. Parce que je suis tombé amoureux d'elle sans permission, déclara-t-il. Junko se sentit à la fois exaspérée et amusée. Elle ne comprenait pas quel charme Emi possédait pour envoûter son fils à ce point. Emi fit remarquer que Junko l'avait aidé à se coiffer. Pourtant, Junko n'en avait jamais parlé à Takeo. À vrai dire, Junko nourrissait de profondes insécurités. Elle craignait que Takeo ne s'inquiète et ne la quitte s'il l'apprenait. Junko savait très bien qu'être l'autre femme était honteux. Poussée par sa sensibilité et son manque de confiance en elle, elle choisit de cacher la vérité. Les paroles d'Emi la touchèrent au plus profond d'elle-même, brisant les défenses de Junko. Elle répéta à plusieurs reprises que Takeo n'aimait qu'elle et que le mariage était inévitable. Ils avaient convenu d'élever l'enfant ensemble. Voyant que sa mère continuait à se bercer d'illusions, Ryota l'exhorta à affronter la réalité, lui promettant qu'il reviendrait dans la famille. Mais il y avait une condition, elle devait rompre tout lien avec Takeo. Cet homme ne causait que du malheur aux autres. Emi allait bientôt divorcer de Takeo. Junko alla elle-même trouver Takeo. Naturellement, Takeo recherchait une certaine stabilité chez Junko. Il affirmait qu'une fois divorcé d'Emi, il pourrait épouser Junko. Mais Junko savait que leur relation n'avait rien à voir avec l'amour. Ils n'étaient que des outils permettant à la mère de Takeo de satisfaire ses propres désirs égoïstes. Junko se sentait complètement idiote d'avoir été trompée par Takeo pendant plus de 10 ans. En réalité, Takeo continuait d'éprouver une profonde affection pour Emi. Il n'avait donc jamais vraiment pris en considération la situation ou les sentiments de Junko. De plus, Takeo trouvait toujours des excuses pour éluder le sujet. Takeo comprit immédiatement que Ryota avait dû dire quelque chose à Junko. Il s'empressa de protester en disant que ce n'était pas comme Ryota l'imaginait. La pensée d'un lycéen n'était pas assez mûre. Il avait du mal comprendre quelque chose. Junko entendit cela et se sentit à la fois amusée et exaspérée. En tant que mère, elle ne considérait certainement pas Ryota comme un lycéen immature. Au contraire, elle ressentait une profonde honte. Ces adultes imbus d'eux-mêmes avaient montré moins de conscience de cette question qu'un lycéen. Cela dit, Junko se leva pour partir. Takeo se souvint soudain qu'il avait encore un atout dans sa manche, l'enfant qui grandissait dans le ventre de Junko. Junko dit à Takeo de ne pas s'inquiéter pour l'instant, qu'elle n'était plus seule. Après cela, Takeo, abasourdi, noya son chagrin dans l'alcool dans la rue. Il n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Par hasard, il rencontra Akemi, une collègue plus jeune au travail qu'il admirait depuis longtemps. Akemi consola Takeo, insistant sur le fait qu'une liaison n'était pas grave. Pourquoi se retenir quand on tombe amoureux de quelqu'un? Ce n'est tout simplement pas naturel. Takeo fut véritablement choqué par les paroles d'Akemi. Pour lui exprimer sa gratitude, il lui proposa de dîner ensemble. Akemi pria Takeo de ne pas se méprendre sur sa position. Elle pensait simplement, d'un point de vue humain, que les gens avaient naturellement soif de nouveautés et se lassaient de l'ancien. Surtout les hommes qui avaient l'habitude de mépriser les femmes. À ce moment-là, elle avait une phrase particulière qu'elle avait envie de lancer à ces hommes, allez au diable. Le scandale s'avéra si préjudiciable que Takeo fut rétrogradé et subit une réduction de salaire. Son collègue Eiji trouvait cela incompréhensible, refusant de croire que Takeo avait triché pour de l'argent. Combien de périodes de 17 ans a-t-on dans une vie? S'il n'avait pas vraiment aimé sa femme, comment aurait-il pu supporter ces 17 années? Cette pensée était terrifiante. Si Takeo n'avait pas sincèrement chéri Emi pendant toutes ces années, comment aurait-il pu persévérer jusqu'à présent? Les affirmations selon lesquelles sa mère convoitait l'héritage d'Emi n'étaient qu'un bouclier pour couvrir sa propre infidélité. Il était clairement trop tard pour s'en rendre compte. Le lendemain, Emi rentra chez elle et trouva la maison en désordre. Takeo avait l'air hagard, comme s'il avait vieilli de 10 ans. Voyant les papiers de divorce non signés sur la table, elle lui demanda quand il les signerait et les lui remettrait. Takeo s'agenouilla une fois de plus, s'excusant et suppliant pour une réconciliation. Il avait été aveugle à sa propre chance, réalisant seulement maintenant qu'Emi était celle qu'il aimait vraiment. Il admit qu'au départ, il avait suivi les conseils de sa mère, approchant Emi pour obtenir de l'argent. Mais en vivant ensemble, en élevant Iwashi, il était tombé amoureux d'elle sans s'en rendre compte. En entendant cela, Emi se sentit à la fois amusé et amer. Ses émotions se mélangeaient. Takeo avoua que cette fois, il comprenait vraiment son erreur. À partir de maintenant, il serait honnête et espérait qu'Emi lui accorderait une nouvelle chance de se racheter. Dans ce monde, seul Emi et Iwashi comptaient pour lui. Emi s'approcha et dit à Takeo que tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent n'était pas pour obtenir des excuses. C'était pour se venger d'eux, même si cela signifiait exploiter l'innocent Ryota. Elle voulait que Takeo et Junko ressentent pleinement l'agonie d'être trahis par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Et maintenant, il avait l'audace de parler de pardon? Ne pas les mettre en pièces était déjà un acte de miséricorde. Takeo ne comprenait tout simplement pas à quel point il était crucial pour une femme de préserver son intégrité tout au long de sa jeunesse. En entendant cela, Takeo affirma qu'il comprenait. Il jura de la dédommager, elle et Iwashi,
10 fois plus à partir de maintenant. Mais l'affection tardive vaut moins que l'herbe. Les excuses seules ne suffisent pas pour réparer une faute. Ce n'est qu'à travers une punition appropriée que l'on apprend. Ce n'est qu'à travers l'agonie de la séparation que le divorce pouvait avoir un sens. Le lendemain du divorce, Emi se prépara à quitter cette ville de tristesse avec Iwashi. Juste avant de monter dans la voiture, Ryota la rappela, la suppliant de ne pas partir. Il me suffit que tu sois à mes côtés. Je ne demande rien de plus. Emi et Ryota s'excusèrent, car sa quête obstinée de vengeance avait entraîné un homme innocent dans la tourmente. Maintenant que la vengeance était accomplie, elle refusait de perpétuer ce cycle de représailles injustifiées. Après le divorce, Takeo fut muté à la loge d'une entreprise et vécut dans des conditions très difficiles. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment sa femme lui préparait autrefois ses déjeuners quotidiens. Ce destin était le sien. Pendant ce temps, Emi ouvrit un café familial à la campagne, qui acquit une modeste renommée locale. Reiko suggéra qu'avec la carrière réussie d'Emi, il était peut-être temps d'envisager une nouvelle relation. À ces mots, Emi rougit d'embarras, grâce à une présentation d'un client régulier. Elle avait en effet récemment rencontré un père célibataire nommé Asahi. Bien qu'il ne soit pas aussi beau que Takeo, il semblait sincèrement honnête et fiable. Emi envisageait de tenter une relation avec Asahi. Et par pure coïncidence, Asahi s'avéra être le père de Iwashi. Alors qu'Emi débordait d'enthousiasme, prête à franchir cette nouvelle étape, une silhouette familière fit son retour dans sa vie. Emi n'aurait jamais imaginé revoir Ryota ici après 7 ans. Ryota expliqua qu'il enseignait dans la région. Troublée, Emi s'enfuit. Paniquée, elle avait choisi de s'installer dans cette campagne reculée précisément pour oublier tout son passé. Comment Ryota avait-il découvert où elle se trouvait? Emi était complètement perplexe. Ce qui étonna encore plus Emi, c'est que Ryota la retrouva ensuite dans le café même où elle travaillait. Curieuse, Emi lui demanda pourquoi il était venu dans ce village. Ryota expliqua qu'il l'avait visité lors de stages universitaires il y a des années. Séduit par le paysage, il avait activement cherché un poste d'enseignant ici après avoir obtenu son diplôme. Bien que dubitative, Emi félicita Ryota d'avoir réalisé son rêve de devenir enseignant. Ryota ne répondit pas à ses vœux de réussite, mais souligna brusquement qu'il avait maintenant 25 ans. Emi comprit instantanément ce que Ryota voulait dire. La jeunesse innocente avait en effet disparu de son regard. Il exhorta Emi à ne pas feindre l'ignorance, elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Alors pourquoi ne pas lui donner une réponse directe? Toutes ces années, son affection pour elle n'avait jamais faibli. Alors qu'il s'apprêtait à prononcer d'autres déclarations sentimentales, Asahi et les autres parents entrèrent dans la boutique. En voyant Asahi et Emi converser si naturellement, l'expression de Ryota s'assombrit. Les mères présentes ne purent s'empêcher de louer la beauté de Ryota, sans doute héritée des excellents gènes de sa mère. Leurs bavardages replongèrent instantanément Emi dans des souvenirs désagréables. Bien que Ryota sût que ces sujets étaient sensibles, sa naïveté juvénile l'empêchait de savoir comment décliner l'enthousiasme des parents. Asahi, cependant, remarqua immédiatement l'expression troublée d'Emi. Les mères, sans se décourager, demandèrent à Ryota une photo de sa sœur, puis se précipitèrent vers Emi, la couvrant de compliments sur son adorable apparence. Emi ne put que forcer un sourire et acquiescer. Une fois que tout le monde eut fini de manger et fut parti, Asahi prit même l'initiative d'inviter Emi à sortir seule avec lui pendant le week-end. Ryota lança immédiatement un regard hostile à Asahi, puis tourna son regard vers Emi. À sa grande surprise, Emi accepta la demande d'Asahi. Ryota avait l'air complètement abattu, au bord des larmes. Avec une pointe de ressentiment, il est parti en trombe, pensant que Ryota allait renoncer. Emi a été surprise lorsqu'il est revenu le soir même. Elle espérait que Ryota accepterait leur relation en tant que parent et enseignante. Ryota a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter qu'Emi aille à un rendez-vous avec Asahi. Emi déclara qu'elle souhaitait commencer une nouvelle vie ici. Ryota avait l'intention de faire une dernière tentative. Mais Iwashi revint soudainement à la maison, forçant Ryota à battre en retraite pour le moment. Le dimanche, Emi ferma la boutique pour la journée afin de retrouver Asahi. Iwashi lui offrit son soutien, déclarant qu'il passerait la nuit chez un ami et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui. Asahi fit remarquer à quel point les enfants étaient précoces de nos jours, et sa fille partageait son sentiment. En voyant sa fille grandir de jour en jour, Asahi souhaitait sincèrement lui trouver une mère. Après tout, il y a beaucoup de choses délicates qu'une fille en pleine puberté a du mal à aborder avec son père. Bien qu'elle ait accepté de rencontrer Asahi, Emi n'avait toujours pas l'intention de commencer immédiatement une relation avec lui. Elle a confessé tout son passé à Asahi, se décrivant comme une personne profondément sombre et intensément vindicative. Asahi a dit à Emi de ne pas se blâmer. Les âmes vraiment sombres ne ressentent jamais de douleur. Sur le chemin du retour, Asahi restait curieux de connaître la nature exacte de la relation entre Emi et Ryota. Ce jour-là, il avait clairement senti que Ryota Sensei et Emi semblaient être de vieilles connaissances. Dans ces conditions, Emi ne voyait pas l'intérêt de le cacher. Elle raconta à Asahi que Ryota avait été son élève et qu'il s'était retrouvé par hasard dans cette campagne reculée. Alors qu'elle faisait ses adieux à Asahi, Emi reçut un SMS. Ryota n'avait toujours pas abandonné. Il avait rassemblé son courage une fois de plus pour parler à Emi. Au même moment, Asahi confessait également ses sentiments à Emi. Je promets de ne plus jamais laisser Emi souffrir. De retour au café, les mères étaient curieuses de savoir si Emi avait accepté de sortir avec Asahi. Dans un coin, Ryota était encore plus impatient de connaître la réponse. Après avoir raccompagné les parents, Ryota se résolut enfin à avouer ses sentiments à Emi. Cependant, Emi n'avait pas l'intention de lui donner l'occasion de parler. À ce moment-là, une voix familière les interpella derrière eux. En voyant Junko, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps,
Amy paniqua et ferma précipitamment la porte du café. Elle n'était absolument pas préparée à un tel revirement de situation. Ryota en voulait à sa mère pour sa visite soudaine, se sentant comme s'il était sous surveillance constante. Junko ne comprenait pas quel charme Amy possédait pour que l'affection de son fils reste intacte après 7 ans. Elle exhorta Ryota à voir clairement, cette relation était intrinsèquement tordue et ne valait pas la peine de s'y accrocher. Le simple fait qu'Amy soit l'ex-femme de Takeo rendait cette relation interdite. Au fond de lui, Ryota le comprenait, mais il refusait de l'accepter. Pourquoi devrait-il payer pour les erreurs de ses parents? Il retourna au café pour s'excuser auprès d'Amy. Malgré toutes ses précautions, sa mère avait découvert où il se trouvait. Cela avait dû troubler Amy, craignant peut-être de perdre son seul soutien. La possessivité de sa mère s'était intensifiée au cours des 7 dernières années. Elle réagissait avec une extrême sensibilité à tout contact qu'il avait avec d'autres femmes. Maintenant que sa sœur avait 7 ans, elle pouvait facilement se débrouiller sans son aide. C'était pour cette raison qu'il était venu dans cette ville à l'insu de sa mère. Amy semblait comprendre ce que Ryota essayait de lui dire, mais elle ne pouvait rien répondre, alors qu'elle s'apprêtait à partir. Ryota la ramena brusquement dans ses bras. Il comprenait la situation difficile dans laquelle se trouvait Amy et ne lui demandait pas de réponse. Il espérait seulement qu'elle respecterait la promesse qu'il s'était faite 7 ans auparavant, l'accompagner à l'aquarium de la préfecture de Kanagawa après son entrée à l'université. Face au regard sincère de Ryota, Amy se trouva incapable de refuser. Pendant ce temps, Junko n'avait d'autre choix que de demander de l'aide à Takeo. Après le divorce, la maison de Takeo était en désordre, encombrée de toutes sortes de déchets. Après avoir été réprimandée par Amy, Haruko était devenue beaucoup plus calme. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, refusant de parler à qui que ce soit. En apprenant la situation de Ryota et Amy, Takeo fut complètement choqué. Takeo, d'ordinaire lent d'esprit, comprit enfin la situation. Junko exhorta Takeo à bien réfléchir, si Ryota et Amy devenaient vraiment un couple, cela compliquerait inévitablement les relations entre tous. Il serait impossible de contrôler l'opinion publique. Elle voulait endiguer la vague et espérait que Takeo coopérerait. Le week-end venu, Amy se retrouva à s'habiller sans y penser. Yueshi croyait à tort que sa mère avait rendez-vous avec Asahi. Arrivée au lieu de rendez-vous, Amy était déterminée à ne pas donner de faux espoirs à Ryota. Avec un sourire, elle lui dit qu'il n'y avait absolument aucune possibilité entre eux, qu'il ne fallait pas perdre de temps ni d'énergie. Sur ce, Amy se retourna et s'éloigna d'un pas décidé. De manière inattendue, le ciel s'ouvrit et une averse s'abattit. Ryota attrapa le bras d'Amy et chercha un abri pour se protéger de la pluie. Ils se retrouvèrent dans un immeuble résidentiel abandonné. En voyant Ryota trempé, Amy ne put s'empêcher de s'inquiéter. Cette scène ramena instantanément le jeune homme 7 ans en arrière. Amy était toujours aussi douce et captivante qu'à l'époque, ce qui rendait Ryota encore plus réticent à abandonner. Il était convaincu qu'Amy était sa partenaire prédestinée. Le regard sincère du garçon fit instinctivement détourner les yeux d'Amy. Ryota insista pour qu'Amy n'ait pas à cacher ses sentiments. Il n'avait rien fait de mal. Alors pourquoi devrait-il expier les péchés des autres? Si Amy insistait pour porter toute la culpabilité, il était prêt à la partager avec elle. Une atmosphère ambiguë envahit instantanément la pièce, alors que la tension entre eux atteignait son paroxysme. Un appel téléphonique inopportun vint briser ce moment. Yueshi découvrit que sa mère n'avait en fait pas rendez-vous avec Asahi aujourd'hui. Il l'a exhortée à rentrer tôt à la maison pour lui tenir compagnie, d'autant plus qu'il pleuvait à verse dehors. Cet appel a fait basculer la rationalité d'Amy au profit de ses émotions. Après s'être excusée à la hâte auprès de Ryota, elle s'est enfuie. Les sentiments qu'elle avait réprimés pendant 7 ans avaient enfin refait surface. Elle ne savait pas comment affronter Ryota, ni comment répondre à la confession d'Asahi. Au milieu de ce dilemme, Asahi a révélé de son propre chef qu'il avait en fait vu Ryota embrasser Amy ce jour-là. Il a promis de garder le secret, mais il restait curieux de connaître la nature de la relation entre Amy et Ryota. Les choses en étant arrivées là, Amy n'avait d'autre choix que de révéler toute la vérité à Asahi. En l'entendant, Asahi n'a fait que ressentir davantage de sympathie pour elle. Il pensait qu'Amy n'avait pas apporté seule le poids de la culpabilité. Comme elle, il avait lui aussi été trahi. Il comprenait donc cette douleur. Il n'y avait pas lieu de sombrer à nouveau dans un tourment émotionnel inutile. Amy comprit l'avertissement tacite d'Asahi. Poursuivre une relation avec Ryota ne lui apporterait inévitablement que du malheur. Yueshi confronta Ryota, exigeant qu'il cesse de courtiser sa mère. Il expliqua qu'en rentrant chez lui ce jour-là, il avait surpris des bribes d'une conversation entre Ryota et sa mère. Bien que le sens exact de cette conversation lui échappait, il sentait la profonde résistance de sa mère. Ne voulant pas lui causer de peine, il supplia Ryota de cesser de la courtiser. Cette scène reflétait sa propre tentative passée de persuader Takeo de laisser sa mère tranquille. Le lendemain, Amy apprit par Asahi que le café avait été inondé de commentaires négatifs sur Internet. Asahi lui conseilla de le signaler à la police, de peur que les rumeurs ne se propagent rapidement dans cette petite ville. Amy hésita, craignant que si Junko était la coupable, le signalement ne mette en péril l'emploi de Ryota. Voyant son indécision, Asahi devint frustré. Il lui demanda si elle avait pensé aux sentiments de Yueshi. Quel traitement Yueshi subirait-il si les rumeurs se propageaient? L'argument d'Asahi était convaincant. Les affaires du café se détériorèrent rapidement et Yueshi fut bientôt victime d'ostracisme de la part de ses camarades de classe. Ryota voulait également désespérément savoir si les lettres de menaces provenaient de sa mère. Pour aider Amy à découvrir le coupable, il acheta un billet de retour pour Tokyo le soir même, déterminé à confronter sa mère. Mais dès qu'il ouvrit la porte, une odeur nauséabonde l'assaillit. La maison était en désordre. Junko gisait immobile, étendu sur la table. Après avoir vérifié que sa mère avait encore un pouls,
Ryota demanda où était sa sœur. Junko s'agita soudainement et s'écria « Ça fait 7 ans. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille ?» Il s'avéra que quelqu'un avait récemment publié plusieurs commentaires négatifs sur le site officiel de son salon de coiffure. Ces rumeurs avaient rapidement atteint la maternelle de sa sœur. Junko n'avait eu d'autre choix que de retirer sa fille de l'école pendant une longue période et de la renvoyer dans leur ville natale. Elle était convaincue qu'Emi était derrière tout cela. Les paroles de Ryota laissèrent Junko perplexe. En apprenant qu'Emi avait reçu des lettres de menaces, Junko s'est souvenu avoir elle-même reçu de nombreuses lettres similaires. Ryota a remarqué que le style correspondait exactement à celui des lettres d'Emi. Peut-être avait-il accusé sa mère à tort. L'auteur de ces menaces visait clairement sa mère et Emi simultanément. Il voulait en parler immédiatement à Emi. Mais sa mère lui a saisi le bras. Junko avait tout perdu. Elle ne pouvait pas supporter de perdre également son fils unique. Ryota a décidé de déménager et de vivre de manière indépendante. Bien que cette visite chez lui n'ait pas permis de découvrir le véritable coupable, elle a au moins confirmé que l'auteur méprisait à la fois Emi et sa mère, cherchant à ruiner leur réputation simultanément. Après mûre réflexion, Ryota a trouvé Takeo très suspect. Se pouvait-il qu'il ait exploité cette vague d'opinion publique pour persuader Emi de se réconcilier avec lui? Il s'est rendu directement au domicile de Takeo. Face aux accusations de Ryota, Takeo semblait complètement déconcerté. Il affirmait n'avoir aucune raison de faire du mal à Emi à nouveau. Mais Ryota lui fit remarquer que très peu de gens dans le monde savaient que sa sœur était illégitime. Takeo admit que le raisonnement de Ryota semblait plausible. À ce moment-là, Haruko ouvrit brusquement la porte de la chambre. Elle réprimanda son fils qui, 7 ans plus tard, n'arrivait toujours pas à tourner la page. Haruko exhorta son fils à se rendre au poste de police, l'avertissant de ne plus laisser la haine l'aveugler. À ce moment-là, Emi fit irruption dans la pièce. Elle dit à sa belle-mère d'arrêter de jouer. « As-tu oublié que mon père est le président du groupe Tsukishiro ?» Si le service juridique de Tsukishiro émet une demande de divulgation, la vérité éclatera rapidement. De plus, nous avons extrait des empreintes digitales des lettres de menace. Au départ, Emi avait effectivement soupçonné Junko, mais 7 ans auparavant, Junko avait choisi Ryota et abandonné Takeo. Seul Haruko avait déjà utilisé son propre fils pour arriver à ses fins. Ne voyant plus l'intérêt de continuer à faire semblant, Haruko abandonna son masque. Elle considérait tout cela comme une punition divine. C'était la faute d'Emi si elle avait enduré cette année d'enfer. Incapable de trouver du travail, elle était ridiculisée partout où elle allait. Ryota ne comprenait pas pourquoi Haruko s'en prenait à sa mère. Haruko était encore plus mécontente lorsqu'on mentionnait le nom de Junko. C'était Takeo et Junko qui avaient triché à l'époque. Pourquoi Junko n'avait-elle subi aucune punition pendant ces 7 années, continuant comme si de rien n'était, tenant son salon de coiffure? Sur ce point, Haruko croyait que Takeo était la source de tous les maux. S'il avait coopéré avec son plan et épousé Emi, rien de tout cela ne serait arrivé. Emi exhorta Haruko à se rendre au poste de police et à se livrer. Incapable d'accepter la défaite, Haruko saisit un couteau dans l'évier et se jeta sur Emi. Takeo a déclaré qu'ils étaient eux-mêmes responsables de cette situation. Au pire, ils avaient perdu leur emploi et leur statut social. S'ils pouvaient abandonner leur haine, les choses pourraient encore s'arranger. Mais Haruko restait convaincue de son innocence et est sortie en trombe. De manière inattendue, elle a croisé Shota en bas. Shota n'avait pas réalisé que Haruko était si têtu. Il semblait que sa punition à l'époque avait été trop clémente. Cet incident a non seulement montré à Emi que Takeo était sincèrement repentant, mais les actions de Ryota ont également profondément ému Emi. Cependant, Junko a alors appelé, menaçant Ryota de mort. Quand ils sont arrivés sur le toit, il ne restait plus qu'une paire de chaussures sur le sol. Junko n'avait pas sauté. Elle voulait simplement tester si Ryota tenait vraiment à elle. Son état semblait quelque peu dérangé. Elle a déclaré que les yeux de Ryota ressemblaient à ceux de son père, l'homme qui l'avait trompé émotionnellement pendant ses études universitaires. Lorsque Junko revit cet homme, il avait déjà une nouvelle petite amie. Son calvaire rappela à Emi ses propres expériences. À ce moment-là, elle ressentit une profonde empathie pour Junko. Junko ne voulait pas perdre Ryota à nouveau. À l'époque, elle avait choisi son fils plutôt que Takeo. Elle espérait donc maintenant que Ryota la choisirait. Mais Ryota refusait toujours de pardonner à sa mère. Il pensait qu'elle avait causé un immense tort à Emi jusqu'à sa mort. Voyant son fils si partial envers Emi, Junko s'effondra une fois de plus. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait pas séduit Takeo de son plein gré. Elle aussi avait été trompée par ses belles paroles. Elle n'était qu'une âme simple, aveuglée par l'amour. Après avoir découvert la véritable nature de Takeo, elle s'était retirée sans hésitation. Pourquoi? Maintenant, Emi essayait-elle de lui enlever son fils? Voyant Junko complètement bouleversée, Emi s'approcha lentement d'elle. Emi dit qu'elle comprenait les sentiments de Junko. Toutes deux avaient été blessées par des hommes, aveuglées par la haine. Mais elle réalisait maintenant que la vengeance ne faisait qu'engendrer une souffrance mutuelle et ne servait à rien. Il n'y avait pas de gagnant dans cette histoire. Toutes deux avaient déjà été punies. Emi exhorta donc Junko à abandonner sa haine. Junko demanda ce qu'elle devait faire maintenant. Face à cette question, Emi ne sut pas quoi répondre. Ryota s'avança et embrassa sa mère. Il exhorta Junko à apprendre à prendre soin d'elle-même à partir de ce jour. Une femme pouvait très bien vivre sans homme. Ainsi, un monde où seul Junko restait blessé fut créé. De retour à la campagne, Asahi exhorta Emi à se pardonner. Le passé était le passé. Il n'y avait pas lieu de souffrir mentalement en permanence. Ce n'était qu'en ouvrant son cœur pour embrasser l'avenir qu'elle pourrait retrouver le bonheur. Les paroles d'Asahi touchèrent Emi, qui décida d'accepter officiellement Ryota. Elle avoua qu'elle était amoureuse de lui depuis longtemps, mais qu'elle se sentait indigne à cause de sa propre noirceur, d'où sa distance délibérée. Ryota bondit.
son excitation palpable, et serra Amy dans ses bras. Il jura de la protéger pour toujours. Ryota demanda du temps à Amy. Il avait l'intention de retourner en ville pour poursuivre ses études et devenir plus fort, afin d'avoir les moyens de la protéger. Amy voulait désespérément lui rappeler qu'elle était une femme riche et qu'il n'avait pas besoin de se donner autant de mal. Mais voyant son ambition, elle ne voulait pas lui couper les ailes. Le temps passa rapidement, et 1 an plus tard, Amy se rendit sur la tombe de sa mère. C'est là qu'elle rencontra Shota. Curieuse, elle s'enquit de la situation actuelle de sa défunte belle-mère. Shota se demandait pourquoi Amy se souciait d'une personne qui lui avait fait du mal à plusieurs reprises. Bien qu'elle ait emmené sa belle-mère au poste de police ce jour-là, Amy n'avait pas porté plainte. En conséquence, la belle-mère avait été acquittée et Shota avait reçu l'ordre de la réembaucher. Mais Shota avait dit à Amy que certaines personnes ne changeaient tout simplement jamais. Junko, elle aussi, avait laissé derrière elle sa haine et avait tourné la page. Takeo travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Yueshi entra assez tôt dans une phase de rébellion. Il commença à trouver les remontrances d'Amy irritantes. Mais lorsqu'il se tournait vers la fille d'Asahi, son attitude changeait complètement. Reiko était désormais devenue une avocate très accomplie. Peu après, Ryota revint de ses études et commença à mener une vie sans scrupules avec Amy.